En riposte aux frappes du Hamas, Israël a déjà lancé l'opération Glaive de fer et commencé à bombarder Gaza. Plusieurs dizaines d'avions de combat ont commencé à frapper un certain nombre de cibles du Hamas. Il y a déjà 9 morts côté palestinien à Gaza. Des centaines d'habitants du nord-est de la bande de Gaza fuient les zones limitrophes d'Israël par peur de l'ampleur de la riposte israélienne. C'est le retour au premier plan du conflit israélo-palestinien et nul ne sait, à l'heure où nous parlons, ce que cette attaque risque de déclencher au Proche-Orient. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons Bertrand Badi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po, un grand spécialiste des relations internationales, auteur de Pour une approche subjective des relations internationales. C'est votre tout dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob. Avant de nous entendre, nous avons besoin de comprendre, carte à l'appui, ce qui se passe sur le terrain. Solène Riou, vous nous avez rejoint. Où ont lieu les attaques, où ont lieu les combats en cours. Dites-nous ce que nous savons. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est une offensive de très grande ampleur. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'attaques aériennes, en effet, mais également d'attaques terrestres et d'attaques maritimes. D'abord sur l'aérien, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. On va essayer de faire simple parce que c'est vrai que la situation est extrêmement compliquée. En termes de chiffres, selon Israël, plus de 2500 roquettes ont été, alors les chiffres sont échangés, mais ont été envoyées par Gaza sur le territoire israélien. Et selon le Hamas, ce sont donc 5000 roquettes. Le Hamas revendique un déluge de feu de 5000 roquettes envoyées sur le territoire israélien. Alors, regardez la carte, parce que les chiffres, c'est intéressant, mais nous, ce qu'on veut voir visuellement, c'est où ça s'est passé. Regardez, tous les pictogrammes montrent bien l'ampleur de ces frappes donc de la bande de Gaza sur le territoire israélien. C'est intéressant parce que ça remonte quand même très haut sur le nord, notamment aux alentours de Tel Aviv, à l'est jusqu'à Jérusalem. D'ailleurs, un de nos confrères de l'AFP a témoigné avoir vu 2 roquettes qui ont été éliminées par la défense anti-aérienne dans le ciel de Jérusalem. Plusieurs explosions également ont été entendues. Un mot peut-être justement sur ce dôme de fer de la défense anti-aérienne, parce qu'on en parle beaucoup depuis ce matin et c'est intéressant. Imaginez-vous en gros un dôme de fer, une protection qui va d'ici, hop, voilà à peu près un arc de cercle jusqu'à Tel Aviv. Ça, normalement, en termes de réussite, de taux de réussite, de taux d'interception, on est à environ 90%. Or, imaginez-vous entre 2500 et 5000 roquettes qui sont envoyées. Évidemment, on comprend que c'est très difficile de les intercepter. Alors la difficulté, ça croît encore plus. Je vous le disais, on ne parle pas que d'attaques aériennes. On est également sur des attaques maritimes et également terrestres. Alors ce qui est intéressant et ce qu'on apprend, c'est que notamment au niveau de Sderot, vous voyez cette petite ville ici, mais également dans les kibboutz aux alentours, ce sont des petites communautés en Israël. Vous avez en ce moment même, et ça c'est très inquiétant pour les Israéliens, des terroristes du Hamas qui sont en train de ratisser les rues. Il y a énormément d'images insoutenables. Lydia Harouche en parlera tout à l'heure parce qu'elle a fait toute la vérification des images. Et il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Il faut notamment les choisir parce qu'elles sont très compliquées à regarder. Mais ce qu'on sait, c'est que ces terroristes du Hamas sont en train, alors pour certains, de massacrer la population, les femmes, les enfants, mais également d'en prendre d'autres en otage. On a vu notamment, les médias israéliens parlent de forces de militaires, notamment des officiers israéliens qui sont kidnappés par ces terroristes et ramenés dans cette petite enclave ici qu'on appelle la bande de Gaza et qui est actuellement bombardée parce que oui, en face, bien évidemment, Israël a enclenché sa riposte et des frappes aériennes ont lieu en ce moment même sur cette bande de Gaza. Merci beaucoup Solène Riou. C'est très important de comprendre ce qui se passe précisément. Israël a été saisi par l'ampleur de ces attaques qui ont été préparées. C'est une opération militaire coordonnée avec les djihadistes islamistes. Bertrand Badi, comment analyser ce qui se passe en ce moment ? Alors, première remarque, c'est un conflit qui dure depuis pratiquement 75 ans. C'est une séquence nouvelle d'un conflit qui ne s'est pas éteint. Et ça m'amène à la deuxième remarque qui est peut-être la plus centrale aujourd'hui. Ce conflit, on a pensé qu'il viendrait à s'essouffler parce que les États dans le monde arabe ont considéré que investir, comme ils le faisaient autrefois, dans une guerre ou dans plusieurs guerres, les opposants à Israël, ne rapportait rien, n'aboutissait à aucun résultat et les plaçait en situation de précarité perpétuelle. On a cru que cet abandon de facto du conflit
de la question palestinienne, qui n'apparaît plus dans les agendas des chancelleries, au-delà même du monde arabe, allait peu à peu aboutir à une sorte de neutralisation de la question. Or, on voit ressurgir de l'intérieur de la société palestinienne, même si bien sûr il y a des connexions internationales, on voit ressurgir du tissu social palestinien, hors des logiques interétatiques, ce conflit. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, qui montre que dans les relations internationales, le jeu interétatique a beau faire, les accords dits d'Abraham, les retraits prudents des différentes chancelleries face à ces questions, n'a pas abouti à éteindre ce conflit. Ça, c'est une deuxième remarque. Troisième remarque, il faut voir qu'il y a 3 paramètres qui jouent et qui expliquent pourquoi la chose éclate aujourd'hui. Oui. Premier paramètre, c'est un paramètre palestinien. Il y a un mélange de frustration, de désespoir dans la société palestinienne qui se mêle à l'apparition d'une nouvelle génération de jeunes Palestiniens qui n'ont pas connu les guerres de 67 et de 73, mais qui connaissent la situation en même temps d'humiliation et des grandes précarités propres à la population palestinienne. Et cette jeunesse demande autre chose. Cette jeunesse est déçue par toute forme d'autorité qui a pu se construire en Palestine, que ce soit l'autorité palestinienne autour de Mahmoud Abbas ou que ce soit le Hamas. Vous savez, il y a eu récemment un sondage qui indiquait qu'à Gaza, la déception à l'égard du Hamas était telle que s'il y avait des élections, on voterait plutôt pour le Fatah. Et en Cisjordanie, la déception à l'égard de l'autorité palestinienne est telle qu'on voterait plutôt pour le Hamas. Donc il y a un besoin de relégitimation de ces autorités, et donc singulièrement du Hamas. L'autorité palestinienne a pieds et poings liés, ce n'est pas le cas du Hamas, d'où effectivement ce besoin, je dirais, de politique intérieure, de se réaffirmer. Autre paramètre, Israël. Il faut voir qu'Israël a été entièrement mobilisé depuis de nombreux mois autour de la question de la réforme constitutionnelle et de la justice. Ce qui a complètement déplacé le curseur. Et il était facile de comprendre que préoccupé par des mobilisations qui étaient énormes, gigantesques, qui ont complètement bouleversé l'opinion israélienne, eh bien, les services de renseignement ont été entravés, n'ont pas pu faire totalement leur travail, et l'armée israélienne, qui était impliquée dans cette contestation de Netanyahou, a été quelque peu démobilisée. Évidemment, le Hamas a su en profiter. Et puis, je dirais qu'il y a enfin un contexte international, un contexte régional et un contexte international. Entre le conflit ukrainien et le conflit du Nagorno-Karabakh, évidemment, l'idée de créer ainsi un foyer de tension internationale pouvait paraître une opportunité. Le tout dernier élément, enfin, c'est que, ça n'a échappé à personne, on est à 50 ans pile de la guerre de Kippour, octobre 1973, et le calcul, la stratégie du Hamas ressemble beaucoup à celle des dirigeants arabes de l'époque. C'est-à-dire surprendre Israël. L'effet de surprise, là, a fonctionné à plein, vous l'avez montré dans vos différents reportages, mais au-delà de surprendre Israël, montrer qu'Israël n'est pas invincible. Car c'est un peu sur ce mythe de l'invincibilité que les gouvernements arabes ont déserté la question palestinienne et que les chancelleries internationales ont considéré que finalement le rapport de force était tel que ce provisoire pouvait durer éternellement. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas jouer avec ces illusions, que quand il y a une crise en relations internationales, cette crise, elle est enracinée dans une société, elle est profondément humaine dans sa nature, elle ne s'efface pas. Et donc, quand il y a une pathologie, il faut la soigner. On n'a pas soigné la pathologie palestinienne, la souffrance palestinienne depuis des décennies et des décennies, elle rebondit aujourd'hui, elle risque effectivement de connaître un nouveau choc à travers la manière dont Israël va réagir. Peut-être s'éteindra-t-elle après-demain,
mais elle renaîtra tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. J'allais justement y venir. Israël promet déjà une réponse sans précédent après cette attaque du Hamas. Il y a d'ailleurs déjà des frappes qui sont en cours. La branche armée du Hamas a appelé les groupes armés du Liban à combattre. Le Hezbollah pro-iranien au Liban, bête noire d'Israël, qui dispose d'une puissante branche armée, a félicité le Hamas pour son opération héroïque à grande échelle. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement de toute la région après ce qui s'est passé ? Il y aura certainement un effet de diffusion sur les mouvements que vous venez de noter, sur l'opinion publique au sein du monde arabe. Vous savez, les gouvernements arabes se détournent de la question palestinienne, l'opinion publique arabe est encore mobilisée par la question palestinienne. Dans les défilés du Hirak en Algérie, dans les défilés au Soudan, un peu partout en Égypte au moment des événements de Tahrir, il y avait des drapeaux palestiniens. Lors de la Coupe du Monde de football, on brandissait des drapeaux palestiniens. C'est-à-dire que le conflit palestinien a un sens profond au sein de l'opinion publique arabe, elle ne va pas rester indifférente. Alors maintenant, quelles seront les capacités de relais ? Il y a les organisations que vous avez décrites, il y a aussi les États. Dans quelle mesure les États du monde arabe, y compris ceux qui avaient conclu un accord avec Israël, pourront rester indifférentes à ce qui va se passer, c'est-à-dire probablement une réaction très violente de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, beaucoup de victimes civiles ou combattantes parmi ceux qui toucheront les avions israéliens et les bombardements israéliens. Comment va réagir l'opinion publique arabe ? Je suis persuadé que c'est un paramètre de plus en plus important. L'Arabie Saoudite a déjà réagi en disant c'est la faute d'Israël. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Arabie Saoudite a très bien compris que dans une phase de crise, ses capacités de négocier des accords se trouvent réduites. Et qu'en sera-t-il de l'opinion publique marocaine et d'autres ? C'est une des inconnues, mais pas tout à fait inconnue. Et puis, bien sûr, il y a des États qui ont une certaine sympathie et qui savent aussi instrumentaliser en même temps ces mouvements. Je pense bien entendu à l'Iran. Il y a une série de condamnations. Hein. Vous disiez que ce conflit ne s'est jamais éteint, mais que les chancelleries internationales s'en étaient détournées. Emmanuel Macron a condamné fermement les attaques terroristes qui frappent Israël. Il s'est entretenu d'ailleurs avec Benyamin Netanyahou et il a publié ce message il y a quelques instants sur Twitter. « Je condamne les attaques menées depuis Gaza contre Israël, ses soldats et sa population. La France est solidaire d'Israël et des Israéliens attachés à leur sécurité et à leur droit de se défendre. » Le Royaume-Uni a également condamné sans équivoque l'Italie, l'ambassade américaine, la Maison-Blanche qui a également publié un communiqué. Que peut-on attendre au-delà de la condamnation, au-delà des mots de l'Occident face à ces attaques sans précédent sur le territoire israélien ? Eh bien, on perçoit facilement les attentes d'abord de l'opinion publique palestinienne et puis d'une façon générale de l'opinion publique régionale. C'est-à-dire, que fait l'Occident ? Que font ceux qui ont été prompts à condamner, et à juste raison, dès lors qu'il s'agit d'actes commis contre les populations civiles, qu'ont-ils fait pour contribuer à la solution du drame palestinien ? Ce drame, encore une fois, il a 3/4 de siècle d'existence. La plupart des Palestiniens n'ont jamais vu ni connu la paix. Quelles ont été les initiatives de l'Union européenne en la matière ? La dernière initiative, c'est 1999, la déclaration de Berlin de l'Union européenne qui appelait à une solution et qui proposait un certain nombre de pistes. Mais concrètement, où s'est opérée véritablement la pression sur les protagonistes pour arriver à une solution ? On a parié, la communauté internationale tout entière, à Moscou comme à Washington, à Pékin comme à Paris, on a parié sur l'extinction progressive de ce conflit sous l'effet du désespoir. Ceci ne marche pas. Nous sommes dans un siècle
où la conscience sociale l'emporte sur le jeu politique, où le social est proactif et le politique est réactif. De même, il y a eu quand même depuis janvier 2023 250 Palestiniens qui ont été tués, qui n'étaient pas tous des terroristes, qui étaient aussi des femmes et des enfants. La communauté internationale a été muette. Il faut On paye aussi cette lâcheté. Mais bien sûr, on paye le fait qu'on n'arrive pas à concevoir qu'un homme vaut un homme, qu'un humain vaut un humain, et que la peine, la douleur d'une famille palestinienne, elle est identique à la peine et à la douleur d'une famille israélienne. Et le sentiment que l'on a dans la région, c'est qu'il y a une inégalité de traitement et une certaine indifférence par rapport aux causes du mal. Quand vous allez voir votre médecin parce que vous êtes frappé d'une maladie grave, vous lui demandez de s'attaquer aux causes du mal et pas de vous donner un tranquillisant pour vous faire oublier votre pathologie. On en est là. Et lorsque le tranquillisant a fini son effet, eh bien le réveil est douloureux. Et on est dans cette période terrible de réveil. Il est indispensable. La communauté internationale dispose de quantité de moyens pour parvenir à une vraie solution. Réellement, malgré des résolutions internationales en série, l'État hébreu a continué d'encourager la colonisation des territoires occupés depuis la guerre des 6 jours. Et les Palestiniens sont pris en étau entre le Fatah, qui a été accusé de corruption, et puis le Hamas, qui est une organisation terroriste. Mais tout à fait. Et je dirais que d'abord, que revient-il aux oreilles des Palestiniens de Cisjordanie, du Gaza ou de la diaspora? Il leur revient l'idée qu'on est au bord d'une annexion. Depuis qu'a été formé le gouvernement Netanyahou, on ne cesse de parler d'une annexion pure et simple des territoires palestiniens. Eh bien, fatalement, ce genre de choses provoque des réactions, et des réactions qui peuvent être effectivement d'une vigueur et d'une violence terrible. Malheureusement, nous en sommes arrivés là. Et puis, il y a quand même un deuxième élément, c'est que cette population voit le drame du peuple ukrainien, et ce drame ukrainien inspire deux réflexions. Première réflexion, ils défendent leur terre, nous on défend la nôtre. Et deuxième réflexion, eux, ils sont aidés de manière totale, absolue, par bon nombre de puissances, et en particulier l'Occident, qui nous aident. Mais est-ce que la démarche du Hamas s'inscrit dans une revendication politique de récupérer ces territoires annexés, ou est-ce une démarche de chaos pur et simple, de semer la terreur en instrumentalisant la cause palestinienne? Je dirais c'est les trois en même temps, parce que je vais en rajouter un troisième élément. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, le Hamas est aussi dans une posture d'échec. Et dans une posture d'échec parce que la population de Gaza se rend compte que depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2007, c'est-à-dire ça fait 16 ans, eh bien rien n'a plus évolué favorablement. Et donc c'est ce que je disais au début, le Hamas est dans une stratégie dangereuse d'ailleurs de relégitimation par la radicalité. C'est un phénomène bien connu en politique et en politique internationale en particulier. Deuxièmement, il y a l'idée, vous employez le terme chaos, j'ai toujours peur moi de l'employer, mais il y a cette idée qu'en créant de la nuisance, en créant du désordre, en créant de la violence, on crée une situation qui obligera les uns et les autres à rebattre les cartes. C'est effectivement ce statu quo incroyable dans l'histoire des relations internationales qui est insupportable, donc on cherche à faire rebattre les cartes. Et puis, il y a aussi peut-être un troisième élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le Hamas doit aussi compter avec cette génération nouvelle, avec une génération qui s'est radicalisée, une jeunesse palestinienne qui s'est radicalisée. Le désespoir conduit à la radicalisation, et si le Hamas ne prend pas l'initiative d'organiser cette radicalité, elle lui échappera. Vous savez, c'est ce jeu terrible qui consiste à dire
quand on ne bouge pas, il y a plus radical que soi qui vient vous dépasser. Et en mai dernier, c'était le jeu du djihad islamique qui, face à la passivité à l'époque, le Hamas n'a pas beaucoup bougé, je dirais presque à laisser faire Israël. Si on laisse cette logique s'installer, ça veut dire qu'à terme, le Hamas va être complètement dépassé par le djihad islamique et perdra même son identité. Donc il y a la combinaison de ces trois éléments avec, il faut espérer, des États qui auront le courage de jouer, sinon la médiation, moi c'est un mot que je n'ose plus employer, du moins, en tous les cas, qui sauront ouvrir des voies pour un apaisement, une négociation. Vous savez, on parle beaucoup de ces prisonniers qui ont été capturés par le Hamas en territoire israélien. L'une des explications qu'on peut en donner, c'est qu'ils serviront de monnaie d'échange avec tous les militants du Hamas qui sont emprisonnés en Israël. Donc ça, c'est quoi ? C'est une petite négociation, c'est pas une négociation de fond, mais c'est une petite négociation. Et donc, il faut jouer cette négociation, cette perspective de négociation pour trouver une stratégie et aboutir à un certain nombre de résultats.